Je vous ai dit hier que je lisais Fondation de Isaac Asimov, enfin le cycle de la Fondation, tome 1, Fondation. Je croyais qu'il n'y en avait que 3, et en fait j'ai découvert qu'il y en avait 5 tomes. Et le tome 1 c'est Fondation, tome 2 c'est Fondation et Empire, tome 3 Seconde Fondation, tome 4 Fondation foudroyée et tome 5 Terre et Fondation. En fait, donc, c'est les deux derniers que j'ai pas, bien évidemment. J'ai entendu dire que l'auteur, donc Isaac Asimov, c'est quelqu'un de très misogyne. Il n'a pas une haute estime des femmes. Et à un moment donné, donc là je suis à la page 127, je suis arrivée à la page 127, et en fait, donc je lisais tranquillement et d'un seul coup je me suis arrêtée dans ma lecture, je me suis dit mais il n'y a pas de femmes dans son livre. Tous les personnages qu'on voit, ce ne sont que des hommes. Il y a zéro femme. On est à la page 120 et il n'y a pas eu une seule fois une femme mentionnée. À voir au fur et à mesure parce qu'on est qu'au début, on est jusqu'à 120 pages sur plus de 300. Le livre est divisé en première partie, donc là je suis à la deuxième partie. La première partie s'appelle les psychohistoriens. Alors ça, à un moment donné, il t'explique ce que c'est. J'ai eu du mal à capter. Il y a des petits moments où en fait il y a des choses où j'ai un peu du mal à comprendre, mais c'est pas gênant dans la lecture. Et donc dans cette partie-là, on suit Sheldon. Alors ça me fait penser à Sheldon dans Big Bang Theory, donc à chaque fois je bug sur le prénom. Et Gal, qui du coup me fait penser au mot Graal, puisque c'est écrit pareil, sauf qu'il n'y a pas de R. Donc à chaque fois sur leur prénom, je buguais. Du coup, on suit ces deux personnages-là où Sheldon, c'est un psychohistorien. Et en gros, les psychohistoriens, ils arrivent en étudiant la population à savoir, enfin, à deviner les événements futurs, que ce qui va se passer dans notre futur. Et en fait, lui, il a estimé que l'Empire, dans 300 ans, allait s'effondrer. Puisque, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'histoire se passe en 11 000. En fait, ils te disent que là, Harry Seldon est né en 11 988 et qui meurt en 12 069. Du coup, on est au début du 12 millième siècle. Dans une autre galaxie que la nôtre, avec plein de planètes, plein de systèmes et tout le tralala. Et en fait, cette galaxie-là est dirigée par un empereur qui vit sur une planète où les gens en fait vivent à l'intérieur de la planète, c'est-à-dire sous terre. Ils vont pas à l'extérieur. Tous les gens qui vivent là-dessus, ils sont plus de 40 milliards. Sachant que nous, sur Terre, on est 7 milliards. Donc imaginez, c'est énorme. Ce sont que des administratifs, ils sont là pour gérer toute la galaxie, c'est-à-dire que sur cette planète qui s'appelle Tranteur ou Tranteur, je sais pas trop comment ça se prononce, personne n'est agriculteur, personne n'est ouvrier ou rien du tout, c'est que des administratifs, donc pour se nourrir, pour s'habiller, pour tout plein de choses, ils sont obligés d'exporter les choses depuis les autres planètes. Ce qui est dangereux à arriver à un certain moment, puisque si tu as des guerres, si tu as des gens qui se révoltent sur les autres planètes et qui créent des blocus, tu peux plus nourrir ta population sur ta planète à toi, donc c'est compliqué. Et en fait, en gros, c'est ce que Seldon explique, c'est que au bout d'un moment, les gens vont se révolter puisqu'on est sur un système qui est en train de reculer. Et ça, c'est aussi avancé dans la deuxième partie où un des personnages explique que, en fait, au lieu d'aller de l'avant en termes de technologie, en termes de procédés, en termes de plein de choses, on est en train de reculer. Et donc forcément l'empereur est pas trop content que le gars répande cette rumeur que en gros tout va éclater, que tout va partir à volo, en cacahuète. Et il fait appel à Gal, qui est un jeune mathématicien, pour qu'il puisse l'aider. Ils se font arrêter par l'empereur, on va dire, enfin par la police de l'empereur. Et ils partent en procès, donc le jeune Gal, il se dit bah c'est bon, je vais aller en prison, super cool, enfin j'ai même pas encore débuté à travailler avec Seldon, donc voilà quoi. Sauf que pas du tout, ils vont être expédiés sur une planète qui s'appelle Terminus, qui est à l'autre bout de la galaxie, mais vraiment tout au bout, tout au bout, tout au bout. Et elle peut être habitable, mais elle n'est pas habitée, il n'y a rien, enfin vraiment c'est genre Pluton pour nous quoi. Seldon accepte l'exil parce que c'est soit il est exilé sur Terminus, soit on l'exécute. Donc il accepte d'être exilé et donc il est exilé avec toute son équipe qui représente plus de 100 000 personnes. C'est-à-dire tous les personnes qui travaillent avec lui plus leur famille. Et en fait Gal demande à Seldon, il a accepté sachant qu'ils ont que 6 mois pour préparer leur départ et que c'est trop court. Et en fait Seldon explique que ça fait déjà 2 ans qu'ils se préparent pour le départ parce qu'en fait
il l'avait prévu avec ses calculs de psychohistorien, il avait calculé qu'ils allaient être exilés. Donc là, c'est la fin de la première partie, et ensuite on entame la deuxième partie qui s'appelle les encyclopédistes, puisque l'un des travaux de Selden, c'est de créer une immense encyclopédie qui regroupe toutes les connaissances de l'univers, donc soit 12 000 années de connaissances, ce qui est un travail de longue haleine. Et en fait, dans cette partie 2, on se retrouve 50 ans après que les premiers colons soient arrivés sur Terminus. Et donc, il y a le premier volume de l'encyclopédie qui va bientôt sortir. Et là, on suit où, en fait, il y a eu un début de révolte, en fait, sur une planète qui s'appelle Anacréon. Sachant qu'en fait, la fin de la première partie, Selden dit tout va débuter par Anacréon. Il va y avoir une révolte, et en fait, tout va partir de là, et il va s'en suivre 300 ans de chute, et après je sais plus combien de millénaires avant que ça revienne à la normale. Et en fait, donc cette deuxième partie, quand elle commence, on apprend que sur Anacréon, il y a un gars qui s'est proclamé empereur, je sais même plus, enfin empereur ou je sais pas quoi, enfin en gros il veut que sa planète soit indépendante, qu'elle soit plus soumise à l'Empire. Il envoie un de ses subalternes là sur Terminus pour voir les gens de Terminus et leur dire en gros nous on est en guerre avec telle autre planète et vous êtes au milieu de ça. Vous êtes entre nous et eux. J'arrive même pas à expliquer. Un des encyclopédistes qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, explique que eux ils sont subventionnés par l'Empire, qu'ils ont rien à voir là-dedans, que en gros ils s'en moquent de cette guerre-là, enfin voilà le côté politique, eux ils s'en moquent, ils ont une seule tâche, c'est faire l'encyclopédie et il n'y a rien d'autre qui compte. Sauf que le maire de Terminus, puisque en 50 ans les choses ont évolué, donc il y a un maire maintenant, puisqu'ils étaient 100 000 à la base, ils sont, je crois qu'il dit 1 million à un moment donné, il dit un chiffre et je crois que c'est 1 million, donc il y a le maire et il dit qu'il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que l'encyclopédie dans la vie, que les premiers colons et les colons d'aujourd'hui, enfin ceux d'aujourd'hui n'ont pas connu en fait, puisque si tu as 20 ans sur Terminus au moment de la partie 2, t'étais pas né il y a 50 ans, donc pour toi, tout ce côté-là de l'encyclopédie, tu t'en fous. Et Selden, en fait, il est mort, puisque dans la première partie, il le dit, je vais bientôt mourir. Donc, en fait, il est mort. Sauf qu'il y a eu quelques événements qui fait que Anacréon finit par leur mettre un ultimatum. Soit ils se soumettent à eux, et donc ils acceptent le deal qu'ils leur ont proposé, soit Anacréon leur déclare la guerre. Sauf que Terminus n'a aucune armée, n'a aucun minerai quelconque, ni de l'or, ni de l'acier, ni rien du tout. Enfin, vraiment, ils font pareil, exporter beaucoup de choses. Par contre, ils ont beaucoup de pommes de terre, parce qu'à un moment donné, ils le disent. Ils ont une centrale nucléaire, et on apprend qu'il y a quasiment plus de centrales nucléaires dans la galaxie, puisque les gens, à force, ne savent plus comment entretenir les centrales nucléaires et comment s'en servir, puisque on perd en termes de savoir. Ça va très bien l'empereur. En fait, l'empereur, plus les planètes rétrogrades, mieux ça lui va, puisqu'en fait, il arrive à garder le pouvoir. Même encore aujourd'hui, on peut le voir dans notre monde, une population inculte est une population insoumise. Une population éduquée est une population qui aura tendance à se révolter et à dire non quand son chef d'État met en place des lois. Et donc on le voit sur Terre, il y a plein de pays où les gens, on leur restreint en fait, on leur restreint leur accès aujourd'hui au web, mais avant c'était au livre en fait, on les restreint à la culture, au fait de pouvoir lire, de pouvoir se renseigner sur des choses, puisque si tu n'as pas connaissance de ce qui se passe à l'extérieur de ton entourage, t'as qu'une seule vision et tu vas croire ce que te dit la personne qui a toute autorité devant toi en fait. Donc là c'est un peu ça, c'est un peu ce truc là, on t'explique qu'ils sont en train de rétrograder et finalement l'empereur ça le gêne pas trop. Non, c'est pas le bon livre. Comme il a une couverture bleue, j'ai vu un bout de bleu. Ah merde, de gros fail. Non, du coup, je vais vous parler de ça, parce que celui-là, on s'en fout, on va le ranger dans l'armoire, enfin dans la bibliothèque. Je suis au début de la partie 3, on n'a toujours pas d'homme, puisqu'à chaque partie, Isaac Asimov insère de nouveaux personnages, où en fait on est avec des nouveaux personnages. Donc là, dans la troisième partie, on a toujours Hardin comme dans la deuxième partie, donc qui est le maire de Terminus. Là, on a intégré 3 nouveaux personnages. Il y en a un qui était déjà un peu présent à la fin de la deuxième partie, donc on retrouve.
Et du coup, là, la troisième partie, c'est 30 ans après la deuxième partie. Donc on a à chaque fois des éclipses temporelles qui sont importantes et qui du coup permettent d'éviter des longueurs potentiellement inutiles dans son histoire. Et les premiers chapitres à chaque fois de la nouvelle partie répondent à tes interrogations de qu'est-ce qui s'est passé durant ce laps de temps. Du coup, Hardin est toujours maire, il a un peu plus de 60 ans et il a réussi un coup d'état à la fin du chapitre de la partie 2. Il réussit un coup d'état où du coup il arrive à mettre de côté les encyclopédistes, donc ceux qui étaient au conseil et donc qui avait plein de pouvoir sur Terminus et sur les habitants de Terminus. Là maintenant, dorénavant, c'est lui et il a réussi à éviter une guerre avec Anacréon et même à créer une alliance avec eux et avec 2 autres planètes, ce qu'on appelle les 4 royaumes. Et donc pendant 30 ans, tout était nickel. En fait, il leur a même donné du savoir. En fait, pour éviter la guerre, il leur a proposé du savoir. La meilleure monnaie d'échange, je pense que c'est ça, c'est le savoir. Je vais reprendre plus ou moins, enfin, je ne saurais pas vous redire exactement comment il a dit, mais il y a un homme qui est un... Comment on appelle ça? Ces gens qui... Je sais pas les mots. Vous les payez pour les écouter parler, pour qu'ils prêchent la bonne parole. C'est pas des gens qui... des religieux, mais... Ah, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça veut pas. Vous savez, ils font des séminaires, c'est des séminaires, c'est ça, mais ça a un nom. Et donc, les gars qui font des séminaires où ils vont vous parler de comment être heureux, comment machin. Et donc là, c'est cet homme, je sais même pas si j'arriverai à vous retrouver la vidéo. Si au pire, je vous retrouve une vidéo, enfin la vidéo, il dit ça, je vous la mets en barre d'infos. Mais en gros, il explique que quand tu partages un bien immatériel, tu le multiplies. Quand tu partages un bien matériel, tu le divises. Je vais vous prendre l'exemple d'une feuille parce que c'est ce qui me vient en tête. Si tu partages une feuille, tu sépares la feuille, tu déchires la feuille et tu donnes un bout à ton voisin. Toi, t'en gardes un bout à ton voisin. Et si tu veux de nouveau partager ta feuille avec un autre voisin, il faut que de nouveau tu arraches ta feuille. Donc à chaque fois, ta feuille a diminué, donc tu divises ton bien, tu en as de moins en moins. Par contre, un bien immatériel, si tu le partages, tu n'en perds pas. Donc l'exemple de ta connaissance, de ton savoir, si tu expliques à quelqu'un une histoire, une fois que tu lui as raconté l'histoire, une fois que tu lui as expliqué ça, tu ne perds pas cette histoire, elle ne part pas de ta mémoire, elle est toujours là. Si par exemple tu sais comment fonctionne un moteur de locomotive, si tu l'expliques à quelqu'un d'autre comment fonctionne un moteur à locomotive, toi tu sauras toujours comment fonctionne le moteur de la locomotive. Donc tu divises, du coup tu n'es plus la seule personne à le savoir, vous êtes 2 et donc ainsi de suite. Et c'est mieux en fait de partager la connaissance, c'est le savoir en fait, tout tourne là-dessus comme je vous ai déjà dit juste plus tôt dans le rush d'avant, où c'est l'exemple en fait de notre société où des gens essayent de faire en sorte de brider l'intelligence des gens et le savoir des gens pour pouvoir mieux les contrôler. Et là le fait que Hardin dans l'histoire partage les connaissances qu'ils ont, donc entre autres sur les centrales nucléaires, permet un meilleur développement de ces planètes au sein de la galaxie, contrairement au reste de la galaxie où ils sont en train de stagner, voire de reculer. Je sais plus, j'ai plus le terme non plus, mais bon, voilà. Et donc, ils l'ont dit dans la deuxième partie et c'est redit dans la troisième partie. Hardin, en partageant ses connaissances, il évite la guerre. Et en fait, les premiers chapitres de la partie 3, c'est 4, il les appelle des gamins, mais au final, ils ont une trentaine d'années, qui vient le voir, mais il n'y en a qu'un seul qui parle. Tu sais que les 3 autres sont juste là, voilà, à titre décoratif. Tom, qui s'appelle Cermak, il dit en gros à Hardin, il faut que tu rendes ton fauteuil de mère. Voilà, t'es obsolète. Ce que tu fais, c'est plus ce qu'on veut. À un moment donné, Anacréon va finir par nous déclarer la guerre et nous, on n'est pas aptes à faire face puisqu'on n'a pas d'armée, on n'a toujours pas d'armée et tout ça. Et donc Hardin lui explique que les choix qu'il a fait, c'était les bons choix, c'était ceux qu'il fallait faire. Et du coup, c'est là qu'on apprend un peu ce qui s'est passé pendant les 30 ans. Donc en quelques phrases, en fait, Isaac Asimov arrive à t'expliquer 30 années de vie. Parce qu'en fait, au final, il n'y a pas besoin de plus, parce qu'on s'en fout. On sait juste que
Hardin a évité la guerre et comment il a évité la guerre. Voilà, puisque la partie 2 se finit comme ça, où ils sont à 2 doigts de se faire attaquer par Anacréon. Donc comment éviter cette guerre? Et donc, dans le début, en quelques phrases, tu sais comment ils ont évité la guerre. Ça reste quand même quelque chose de très lent, parce qu'en fait c'est que du dialogue, il n'y a pas d'action, c'est échange entre hommes, avec un petit H. Voilà, et que du coup tu apprends des choses, tu comprends, tu apprends ce qui s'est passé pendant les éclipses temporelles, voilà, tu découvres l'univers, ce qui se passe, vers où on va aller au fur et à mesure et qu'on est en train d'avancer, vers quoi on avance. C'est un reflet de notre société aussi indirectement, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce truc-là. Donc. On a enfin eu une femme dans cette histoire. Mais bon, nous réjouissons pas trop vite. Nous avons le droit à une femme, seulement sur une ligne, et donc pendant même pas 2 secondes. Puisque en fait cette femme était juste l'assistante du maire, et ça dit juste bidule, appeler l'assistante du maire pour confirmer son rendez-vous. Des nouveaux personnages qui sont rentrés en jeu, donc on est toujours dans la partie 3, les maires. Alors là on en apprend un peu plus sur ce qui s'est passé pendant ces 30 ans et pourquoi en gros Anacréon n'a pas attaqué Terminus. Donc Anacréon avait mis une base militaire sur Terminus, sauf que le maire Hardin a réussi à les chasser de Terminus par un peu des stratagèmes politiques et autres. Et en fait, il a fait en sorte que la science devienne une religion. C'est-à-dire qu'il Terminus distille son savoir scientifique sur les 3 autres planètes qui appartiennent aux 4 royaumes via ce qu'ils appellent des prêtres. Et donc il y a un clergé, il y a des temples qui ont été mis en place sur les autres planètes, et donc voilà, et donc il distille la science comme une religion. Il y a par exemple la radioactivité qui guérit le cancer, et en fait ils appellent pas ça de la radioactivité, ils appellent ça du pain de vie. Voilà, le processus de guérison du cancer via la radioactivité s'appelle du pain de vie. Donc il passe un peu sur le truc religieux. Il y a même un truc qui fait un peu référence à un dieu, voilà, l'esprit de la galaxie, si je dis pas de bêtises, donc référence à un dieu. Donc ce livre, d'une certaine manière, c'est un peu le miroir de notre société. En fait, il t'explique les dérives de notre société et les problèmes de notre société à travers ce livre, dans une autre galaxie, à une autre époque, avec d'autres problématiques, enfin, pas d'autres problématiques, mais les mêmes problématiques, mais expliquées différemment. Je sais pas comment trop le dire, mais voilà. Il y a même à un moment donné, en fait, le personnage d'Hardin souligne même le fait que la science était devenue un peu quelque chose d'has-been, en fait, quelque chose de négatif. Enfin, on est en train de perdre le côté scientifique des choses. Et eux ont réussi à le remettre sur le devant de la scène en l'appelant autrement, en fait, en l'appelant pas par son nom, en fait. Et c'est ce qui arrive souvent dans la vie de tous les jours et dans les sociétés, c'est que on te fait passer les choses différemment. Je vais prendre un exemple concret que moi j'ai vécu dans mon ancienne boîte. Parmi toutes les fonctions qui existaient, il y avait une des fonctions qui avait un certain nom, et donc il y avait certaines tâches à effectuer. Et cette fonction-là n'existait pas partout. En fait, on avait des employés étalés sur toute la France, et seulement il y a on avait des régions test pour une nouvelle organisation, et donc avec des nouveaux noms de fonctions. Et au bout d'un moment, en fait, on a vu que ça a marché. C'était un test pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, pendant un bon moment. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit, voilà, maintenant, toute la France, donc tous les employés qu'on a, vont être sous cette nouvelle organisation, donc ils vont avoir ces intitulés de postes-là. Et les autres ont protesté, ils n'ont pas voulu en fait de ces postes-là, parce que pour eux, voilà, pour X, Y raison, ils n'en voulaient pas. Donc au bout d'un moment, en fait, notre PDG en a eu marre, et elle a dit, c'est bien, on ne met plus en place la nouvelle organisation, on stoppe tout là. Sauf que déjà, je sais pas comment les gens ont fait pour croire ça, parce que tu ne peux pas stopper comme ça du jour au lendemain un truc dans lequel tu as investi de l'argent et que ça fait des années que tu essayes de le mettre en place, et ça veut toujours pas se mettre en place. Enfin, tu peux pas, alors que là, c'est pas une erreur que tu as fait ou autre, c'est juste que les gens
ne veulent pas changer. Les gens, enfin, c'est la définition même de la vie, mais les gens ont du mal à comprendre que changer c'est normal et qu'il faut changer pour évoluer, sinon tu n'évolues pas si tu ne changes pas. Donc bref, donc là il ne voulait pas. Et donc du coup elle a dit on arrête ça là et on reste tel quel. Mais pas réellement. En fait ils ont créé une nouvelle fonction, donc une fonction avec un autre nom. Mais sauf que quand tu regardes le détail des tâches de cette fonction, tu arrives sur quasiment les mêmes tâches de la fonction qu'ils ne voulaient pas. Là, cette fonction-là, ils l'ont acceptée. Ils ont accepté cette nouvelle fonction. Donc les gens ont commencé à cette nouvelle fonction, sauf que tu leur dis oui, sauf qu'en fait, c'est exactement la même chose que le truc là. Et quand tu leur dis vous faites exactement la même chose, moi derrière, dans mes machins, dans mes procédures, dans mes trucs, vous êtes pareil en fait. Je vous mets dans le même lot, vous avez le même truc. Et à force, plus ça allait, plus ceux qui avaient cette fonction que les gens ne voulaient pas adopter, on a fini par changer leur intitulé de fonction sur le nouveau. Donc au final, tout le monde a fini de paraître pareil. Donc je ne sais pas si mes explications sont claires, mais c'est pour dire qu'en gros, elle leur a mis une grosse carotte dans le cul. Voilà. Elle voulait cette fonction-là dans son organisation. Les gens ont dit non. Elle a dit très bien, ce sera non. Mais du coup, je vais créer cette fonction-là. Et cette fonction-là, à quelques trucs près, mais vraiment rien, ça se jouait, je pense, un peu plus au niveau de la rémunération, comment était calculée la rémunération, mais au final, c'était pareil. Dans le calcul était différent, mais le total était pareil. À quelques trucs près, elle a dit voilà, je vais créer cette nouvelle fonction là, et les gens ont dit oui, ok, d'accord. Donc ils ont eu cette fonction là, et puis après au fur et à mesure, avec le temps, on dit on va égaliser tout le monde en fait, parce que je pense qu'ils ont légèrement favorisé le nom de cette nouvelle fonction là, très légèrement, pour que ceux de l'ancienne fonction migrent sur la nouvelle, mais au final dans les tâches et dans l'organisation et dans l'organisation, en fait, c'était la base, c'est exactement la même fonction. C'est juste que, au final, les gens font la même chose, mais pas sous le même nom. Voilà comment arnaquer des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Et croyez-moi qu'il y en a qui n'ont pas vu venir le truc et qui sont dit non, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si tu te trompais entre les deux intitulés, tu disais non, moi je suis pas machin, je suis machin. Je leur dis oui, mais en fait c'est la même chose, vous faites la même chose, vous avez exactement, votre tâche principale, votre fonction principale est exactement la même chose. Dans les détails, vous n'êtes peut-être pas pareil, mais dans le gros, c'est exactement la même chose. Donc voilà comment faire pour amener les gens là où vous voulez les amener quand ils veulent pas. C'est juste de masquer en fait, mettre un masque sur les choses, et les gens en face d'eux, ils n'auront plus la même chose, donc ils vont y aller, ils vont le faire, donc là c'est un peu ça avec la science, où en fait on t'explique qu'on l'appelle plus science et que ça fonctionne, et en plus là on te met un truc un peu religieux en fait, donc un truc qui n'est pas censé exister, et les gens adhèrent sans aucun problème. Mais on le voit dans notre société, les gens qui adhèrent à des choses un peu cheloues comme les sectes. Voilà. Enfin bon, donc il y avait cette partie-là dans ce que j'ai lu, et il y a toute une partie où en fait on est au stade où Anacréon, de nouveau, voilà, on a des doutes sur elle, où on se dit elle va peut-être finalement attaquer Terminus. Donc Terminus est un peu sur le fil du rasoir, puisqu'ils n'ont aucun moyen de se défendre, toujours pas, puisque c'était pas la politique du maire de Terminus d'avoir une armée pour pouvoir se défendre, puisque c'est pas leur but. Et donc voilà, donc tu vois qu'Anacréon possiblement sur le point d'attaquer Terminus. Donc Terminus fait tout pour montrer leur bonne foi, en mode nous on vous attaquera pas, on n'a pas envie, donc voilà. Et en fait Anacréon pense que Terminus va à un moment donné les attaquer. Et en fait sur Anacréon, donc c'est un roi qui gouverne, sauf qu'il est pas encore majeur, il n'a pas encore 16 ans, donc c'est son oncle qui, en attendant, dirige le pays, enfin la planète, pardon. Et en fait, le père du roi meurt d'une façon très bizarre. Donc tu comprends qu'il y a il y a peut-être des complots derrière dans l'eau, et potentiellement l'oncle qui est un peu, tu sens qu'il a envie d'être au pouvoir, le monsieur.
Et en fait, il va mettre dans la tête de son neveu le fait que Terminus est pas si sympathique que ça, puisque en fait, Terminus a la science, mais il la distille via une espèce de religion qui est un peu fausse. Finalement, l'oncle le voit clair dans le jeu de Terminus en disant, avec leur clergé, que c'est pas vrai, eux-mêmes n'y croient même pas, ils savent que c'est faux, enfin voilà, ils distillent, ils gardent le savoir pour eux et ils nous distillent au compte-gouttes pour qu'en gros on reste calme en fait, pour qu'on continue à leur obéir. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On était une planète puissante avant. On a failli leur déclarer la guerre. Ils nous ont humiliés. Donc l'oncle dit à son neveu, ils ont humilié ton grand-père quand il a mis la base, la base militaire sur Terminus et que Hardin les a gentiment renvoyés à l'extérieur. En fait, du coup, l'oncle dit que le grand-père a été humilié. Alors, est-ce que c'est réellement le cas? Ça, on ne le sait pas. Mais voilà, donc en un discours, il arrive à retourner la tête de son neveu parce que le neveu est jeune, hein, il a bientôt 16 ans, mais donc c'est très jeune. J'arrive au stade où on est à la fin de cette discussion-là et donc le neveu dit oui, je vais attaquer Terminus. Sauf que tu sens à la fin du discours que l'oncle, en gros, fait comprendre à son neveu qu'il a plutôt intérêt d'écouter son oncle, c'est-à-dire que son oncle veut qu'on attaque Terminus, donc il faut mieux que le neveu lance ses troupes sur Terminus, parce que sinon un accident est vite arrivé. En fait, le neveu, je pense que le neveu a compris à la fin ce que l'oncle dit, puisqu'il dit, donc dans sa tête, il se dit qu'il est roi et que les rois peuvent faire exécuter les gens comme ils veulent sans aucune explication et qu'en gros, ils peuvent faire exécuter leur oncle et leur cousin, puisque son oncle a deux fils. Hardin, qui dirige la ville, est un peu sur un point de non-retour, en fait, sur une rupture, et il explique que c'est le but que le psycho-historien avait mis en place. En fait, c'est... comment vous expliquer cette partie-là? C'est complexe, hein. Franchement, ce livre, il est super bien, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais c'est très très complexe en fait à réexpliquer. Et moi, comme je sais pas expliquer les choses, c'est très complexe pour moi. Mais voilà, en tout cas, il est bien et donc je vais retourner à ma lecture. No,